Alors, nous allons changer un peu de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de fantasy. Nous allons commencer donc par traiter du sorcier de terre et mer, donc le sorcier de terre et mer, ou du titre original A Wizard of Earthsea. C'est un roman de fantasy donc écrit par Ursula K. Le Guin dans les années 70. Ça va un peu nous changer de l'horreur, même s'il y a une touche d'horreur dans cette histoire qui peut en faire frissonner plus d'un. Alors, je propose de planter déjà le décor. Qu'est-ce que terre et mer? C'est un univers quand même assez intéressant. Plantons peut-être un peu la cosmologie de cet univers. Selon les récits de terre et mer, le monde tel que nous allons apprendre à le connaître a été créé à partir d'un chaos primordial par un être surnaturel, Sigoi. Donc il y a le sea dedans, il y a la mer. Effectivement, il faut comprendre que la terre et mer, c'est effectivement avant tout des îles en fait. Beaucoup d'îles, c'est beaucoup d'archipels au milieu d'océans. Donc voilà, l'eau est très présente, la mer est très présente dans les récits. Donc aller d'un endroit à l'autre, c'est beaucoup de navigation, c'est beaucoup d'aventures dans une mer hostile, dans une mer mystérieuse, dans une mer qui n'est pas conquise du tout. Les origines de cette créature, donc Sigoi, ne sont pas connues. On ne sait même pas ce que c'est comme être en fait. Ce n'est pas clairement défini. On ne sait pas si c'est une sorte d'humain à l'image de l'homme. Est-ce que voilà, l'homme a été créé à l'image de son créateur ici? Est-ce que c'est un dragon? Car il y a des dragons dans Terre et Mer. Et Sigoi en question est souvent appelé le père des dragons. Donc ce qui fait que les dragons et les humains ont une origine commune dans cette histoire. Certains humains d'ailleurs sont décrits comme étant des dragons. Alors la création de l'univers, la création des îles notamment, certains de ces éléments sont repris dans des poèmes. Donc nous avons des poèmes épiques comme ça, qui sont quelque part les archives de l'histoire, de la mythologie sur Terre et Mer. Donc l'oral a tout son sens, le chant, les contes ont toute leur importance dans le legs de l'histoire, dans la conservation de ce qui a été. Donc Sigoi a créé les îles et la lumière elle-même en les faisant exister, en les nommant, en donnant un nom aux choses. Il faut bien comprendre que façonner, donner forme, donner substance, donc que ce soit les îles, que ce soit les mers, que ce soit les créatures, revient quelque part à leur donner un nom. Le nom, le mot, le verbe a toute son importance dans cet univers. Et dans ce monde, la magie est une force naturelle omniprésente et elle est également soumise à des règles strictes et avec des conséquences. Les habitants de Terre et Mer apprennent à manipuler la magie grâce à la connaissance des noms véritables des choses. Connaître le nom à l'origine même de la création d'une chose, donne un pouvoir sur cette chose, sur cet élément. Et c'est pour ça notamment que les noms véritables sont dissimulés. Ce n'est pas le premier langage. On va dire qu'il y a un langage vernaculaire, un langage premier, et on a un langage de la connaissance. Et connaître, maîtriser ce langage de la connaissance, confère un pouvoir sur les choses. Et donc les mages et les sorciers apprennent à manipuler la magie en utilisant le nom véritable des éléments naturels, des créatures et même des personnes. Car une personne, au moment de sa maturité, passe par un baptême où son nom véritable lui est révélé. Et donc ce nom est à dissimuler. Ce n'est pas un nom utilisé dans la vie de tous les jours. Les gens comme ça sur Terre et Mer se promènent en s'interpellant par des noms empruntés, par des surnoms. Personne n'utilise son nom propre, sauf peut-être en famille ou avec des proches en qui il a confiance réellement. Parce qu'encore une fois, je rappelle que le fait de connaître le nom véritable d'une chose, finalement c'est déjà comprendre sa nature essentielle et sa place dans l'ordre du monde, et ce faisant, c'est pouvoir altérer cette place, c'est pouvoir convoquer cette personne, c'est pouvoir la soumettre à sa volonté, etc. etc. Donc vraiment, ce n'est pas un pouvoir anodin. Et donc c'est pour ça que nous allons avoir comme ça des magiciens qui vont jeter des sorts, et les sorts c'est ça, c'est parler à haute voix, c'est utiliser les noms véritables des choses, pour invoquer leur pouvoir, ou subjuguer, plier à sa volonté. Une incantation, c'est ça, c'est tout simplement en fait épeler à haute voix, je dis à haute voix entre guillemets parce que ce ne sera pas toujours le cas, mais concrètement c'est ça, c'est utiliser le nom véritable des choses. Donc on voit bien l'importance du mot, du nom, à l'origine même donc de la création de ce monde, mais aussi dans son histoire, dans ce qu'il a construit. Donc ce monde est créé et tissé du nom véritable des choses, et c'est tout l'enjeu finalement de la magie ici, c'est découvrir ces noms. Et donc il y a une distinction des pratiques magiques dans le monde des terres et mer. Je dis distinction pour ne pas dire hiérarchie. Ce n'est pas en tout cas une hiérarchie de pouvoir. S'il y a une hiérarchie, elle sera plutôt sociale, plutôt dans la considération, en tout cas dans le mépris ou dans le respect qu'on pourrait avoir pour certaines pratiques vis-à-vis d'autres. On a déjà une première découpe qui est assignée au genre. D'ailleurs, on a ce qu'on va appeler les witches, qui pratiquent la sorcellerie, donc les sorcières. Ce terme est réservé aux femmes. Les femmes dans Terre et Mer donc, ont un savoir ou des pratiques de base qu'on assigne donc comme ça à la sorcellerie. Soigner, faire des potions d'amour, etc. Et ce, même si elles arrivent à inclure donc dans leur pratique ce qu'on va appeler des arts un peu plus élevés. Donc par exemple, savoir guérir les hommes, c'est un art élevé. Savoir faire des incantations, nommer le nom des choses, c'est un art élevé. Mais même si des sorcières arrivent à maîtriser tout cela, elles n'en demandent pas moins des sorcières. Voilà, on a une discrimination ici sociétale en fait, liée vraiment au sexe. Donc la discrimination, les racines font partie prenante ici de notre histoire. Donc c'est avéré. Et on verra notamment que l'accès à une grande école des sorciers est refusé aux femmes, par exemple. De l'autre côté, nous avons donc les hommes sorciers, qu'on appellera des sorcerers, et on ne dira pas sorceress pour les femmes. Vraiment, c'est witch, encore une fois.
Je pense que la distinction tient en fait de la façon dont on s'accapare peut-être le pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne dénonce pas tant le pouvoir que l'usage qui est fait du pouvoir qui est, on va dire, déprécié par la société, même si elle en a besoin. C'est vraiment pointer du doigt certaines pratiques jugées comme malfaisantes au sein de la société, même si cette même société y fait appel. Quand la sorcière propose des potions d'amour, c'est quelque part plier la volonté des gens, c'est les soumettre malgré eux au désir de quelqu'un d'autre. Cette sorcière a une clientèle, même si effectivement cette pratique est mal vue. Alors que sorceress serait plutôt quelqu'un qui a le pouvoir, donc on lui accorde directement, peut-être qu'on reconnaît son pouvoir avant tout, avant de reconnaître la légitimité ou non de sa pratique. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça donc ici les sorcières ne sont pas des sorceress, mais plutôt des witches, alors que l'homme pratiquant donc la même magie finalement s'appellera un sorcier. Les sorciers ont plus facilement accès à des arts élevés, donc la guérison des hommes, les incantations, etc. L'enseignement se fera souvent de sorcier à sorcière ou de witch à witch. Et c'est plutôt chez les hommes que des sorciers avec un rang élevé, c'est-à-dire des sorciers maîtrisant ce qu'on va appeler le true speech, donc la vraie parole, donc connaître les noms véritables des choses, encore une fois, ce qui est un art très réservé. C'est seulement la maîtrise de ce langage qui en fait des wizards, donc des magiciens, des mages. La langue de la création, l'apprentissage de cette connaissance est réservé aux hommes. Ça ne l'a pas toujours été, mais quand nous on découvre avec ces premiers romans d'introduction, donc A Wizard of Earthsea ou Le Sorcier de Terre et Mer, on apprend effectivement que cette langue est le plus souvent le chasse gardée, on va dire, des hommes. Donc on a des sorciers comme ça qui vont le maîtriser et qui vont le passer, donc qui vont l'enseigner à d'autres sorciers. Et je trouve cette construction très intéressante. Je trouve vraiment asseoir la magie sur le mot, sur le verbe. J'aime beaucoup par exemple Le Seigneur des Anneaux, et on voit Gandalf effectivement faire des incantations, essayer de faire par exemple un sort d'ouverture pour imposer à une porte de s'ouvrir, mais on ne prend pas plus de temps que ça à essayer de comprendre, d'expliquer d'où vient son pouvoir. Voilà, il y a une lumière en lui quelque part, son pouvoir s'appuie là-dessus, il a ses formules, etc. Mais on ne perd pas plus de temps que ça. C'est un magicien, c'est secret. Il y a quelque chose comme ça de très réservé. Donc en plus ils sont pas très nombreux, ils doivent être 6 les magiciens, je ne sais plus. Là non, là il y en a plein. Hein. La magie, elle est accessible en fait. À partir du moment où on a quand même un certain pouvoir en soi, tout le monde ne peut être magicien, mais n'importe qui peut être magicien. C'est un peu la morale de Ratatouille, finalement. Parce qu'on ne s'explique pas pourquoi certains peuvent utiliser la magie et pas d'autres. Donc il y a un pouvoir comme ça avec lequel on est d'une certaine manière, mais ce pouvoir doit être entretenu, doit être nourri, et un apprentissage est nécessaire. On est plus proche finalement de Poudlard que du Seigneur des Anneaux. Ici, dans notre histoire, tout tient à ce fameux vieux discours, à cette fameuse langue de la création, à cet ancien discours, donc ce qu'on appelle le old speech. Il faut vraiment comprendre que c'est le langage, la racine même de cet univers de terre et mer. Ce n'est pas seulement qui permet aux sorciers et aux mages de prendre le contrôle des choses, c'est que les choses ont été créées comme telles, elles ont été tissées par le mot, ainsi que la dynamique entre les différents éléments sur Terre, entre l'eau, les humains, la terre, etc., les îles, sans doute la gravité, etc., etc. Donc c'est dire que finalement, quand les choses ont été faites par ce langage, le fait de connaître ces mots, connaître ce langage ancien permet d'avoir un contrôle sur ces choses-là, je trouve qu'il y a quelque chose de pas très loin d'une recherche scientifique en réalité, quand on arrive à saisir les propriétés même des éléments et à comprendre leur fonctionnement, donc pour mieux en contrôler les effets, par exemple. Je trouve que ça fait sens. Alors il faut savoir que les dragons, eux, par exemple, dans cet univers, si les hommes doivent rechercher ces mots, les consigner par écrit, essayer de les transmettre petit à petit comme un trésor comme ça qu'ils vont nourrir de génération en génération en essayant de connaître de plus en plus de mots, les dragons, eux, c'est leur langage naturel. Et donc il y a une nuance à cet endroit-là. Quand les humains prononcent le vrai discours, quand ils utilisent ce langage-là, ils sont tenus de dire la vérité. Ils ne peuvent dire que la vérité. Parce que c'est un langage qu'on ne peut pas corrompre si on veut. Mais étant le langage natif des dragons, donc quand les dragons naissent, ils ne parlent pas. C'est avec le temps, quand un dragon commence à mûrir un peu, donc quand il passe de juvénile à ancien, etc., c'est là petit à petit que ce langage lui vient. Plus un dragon est ancien, plus il connaît de mots. Les dragons, eux, peuvent mentir avec ce langage. Ce n'est pas qu'ils mentent sciemment, mais ils peuvent l'utiliser, le tourner de telle façon qu'il ne mène à rien ou qu'il mène à de fausses conclusions. Donc c'est assez drôle d'ailleurs, ce comparatif entre les humains et les dragons, mais on reviendra là-dessus plus tard. On va dire que les dragons sont peu présents dans ce premier roman, mais petit à petit, ils prennent un peu plus de place dans l'histoire. Il y a un petit extrait ici que je trouve assez parlant. C'est la langue que parlent les dragons, et la langue que parle les Seagoy qui a créé les îles du monde, et la langue de nos chants, de nos sorts, de nos enchantements et de nos invocations. Ces mots sont cachés parmi nos mots ardiques. Donc ardique, c'est la langue qui est parlée dans Terre et Mer, c'est une langue qui est déclinée donc de cette langue première, de l'ancien parlé, mais à force de transformation, on a perdu un peu du sens, ou en tout cas de la racine véritable. Souvent, quand on arrive à retrouver un mot, on retrouve sa consonance avec un mot ardique, mais ce n'est pas si immédiat, ce n'est pas si évident. N'importe quelle sorcière connaît quelques-uns de ces mots dans l'ancien langage, et un mage en connaît beaucoup d'autres. Vous voyez, donc voilà, le pouvoir tient à la connaissance des mots, et donc plus on connaît de mots, plus on a accès à un certain pouvoir. Et certains ont été perdus au fil des âges, d'autres ont été cachés, et certains ne sont connus que des dragons et des anciennes puissances de la Terre, et certains ne sont connus d'aucune créature vivante. Et aucun homme ne pourrait les apprendre tous, car cette langue n'a pas de fin. Effectivement, ça reviendrait à épuiser la création, ce qui est impossible. Donc, connaître tous les mots, c'est connaître toute la création, maîtriser toute la création. Non, il manquera toujours des éléments au tableau périodique, j'ai envie de dire.
Alors, il est fait mention ici donc de certains mots connus d'anciennes puissances de la Terre, et effectivement, on verra qu'au-delà des humains et des dragons, certaines, donc et bien sûr toute une biodiversité faite d'animaux et de végétaux, hein, bien sûr, il y a quand même certaines puissances comme ça logées à certains endroits de la Terre, qui ne sont pas connues de tous, mais qui vont par moments intervenir dans notre histoire, dans notre narration. Alors, quand je disais tout à l'heure, effectivement, que le pouvoir tient à la connaissance des mots, mais que cela n'établit pas forcément une hiérarchie, on va dire, de pouvoir, ce n'est pas seulement de la pouvoir, c'est avant tout de la connaissance. Le sorcier devient mage à partir du moment où il maîtrise encore plus de mots et qu'en fait, que ce statut de mage lui est donné. Ce n'est pas une façon de dire qu'il est plus puissant que le sorcier. Des magiciens ont été défaits par des sorciers, ça arrive. Un des magiciens les plus connus, d'ailleurs, dans ce roman, donc qui est Ereth Akbi, sera défait par un sorcier venant de terre, d'ailleurs, où la sorcellerie est interdite. Donc il y a accès finalement à très peu de connaissances. Cet homme arrivera à le défaire. Enfin, donc on voit bien que ce n'est pas ça. On voit bien que ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir en fait. C'est une histoire de connaissance, de compréhension du monde. Donc c'est quelque chose de plus sage en fait. Finalement, le magicien accompli, finalement fait très peu de choses. Le sorcier fait beaucoup plus de choses. La sorcière encore plus. Elle est très sollicitée dans ses villages, dans ses coins reculés. Elle est plus a priori utile à la société que le magicien qui se laisse perdre peut-être dans une contemplation de ce qu'on va appeler l'équilibre, l'équilibrium. Et donc finalement, le magicien est très peu actif, on verra dans cette histoire. Et donc il faut comprendre que voilà, donc un sorcier devient mage lorsqu'il reçoit un bâton, le bâton d'un enseignant qui lui-même est un mage. Et avec ce bâton vient une responsabilité qui est transmise dans cette formation. Donc une certaine compréhension du monde, une meilleure compréhension du monde, une meilleure intelligence, un meilleur usage de ses pouvoirs. Donc c'est pour ça que le terme mage reste un peu vague, certes, quand on désigne ici, finalement on pourrait dire qu'il y a des sorciers et des sorcières dans cet univers. Et on pourrait littéralement dire qu'il n'y a que des sorciers, vu qu'à l'origine, les femmes avaient aussi accès au même type de pouvoir dans ce monde. Mais il y a quand même une distinction à apporter. Et elle tient effectivement de la compréhension des choses. La sorcière, finalement, ou le sorcier, joue avec ses pouvoirs sans vraiment se poser la question des conséquences, se poser la question de la portée de ses actions. Et voilà, un sorcier va s'amuser par exemple à chasser un nuage de pluie parce qu'il veut qu'il fasse beau et que ça l'emmerde de se prendre la pluie, donc il va pouvoir chasser ce nuage en invoquant les beaux mots. Tandis qu'un magicien saura qu'en faisant cela, donc par un certain effet papillon, qu'il est impossible de maîtriser toute la chaîne ici des conséquences d'un tel acte, et donc il ne le fera pas. Donc voilà vraiment une distinction à amener. Et je la trouve très importante dans la suite du récit. Quand on a compris l'importance des mots dans la trame du roman, on comprend aussi que le roman n'est pas écrit n'importe comment. Il y a aussi un choix des mots dans le roman. Parce que les protagonistes doivent faire attention à ce qu'ils disent, s'ils doivent passer leur temps à se poser la question des causes et des conséquences de chaque action, et donc qui dit action dit mot aussi, vu que c'est le mot, l'action c'est le mot, c'est le pouvoir ici, c'est la connaissance, c'est le mot, c'est le verbe. Cela se répercute aussi sur l'écriture. Et on devrait aussi s'attendre à ce que ça se répercute sur la traduction. Et c'est là où j'ai déjà un problème, c'est la traduction du titre. C'est-à-dire que le titre original, c'est A Wizard of Earthsea, un magicien de terre et mer. C'est le héros de notre histoire, certes, mais ce n'est qu'un magicien parmi d'autres. D'où le un magicien de terre et mer, qu'on a décidé de traduire par le sorcier de terre et mer. Et là, rien ne va. Donc le sorcier, il y a quelque chose de l'ordre de l'élite, de quelque chose, voilà, c'est le sorcier. Ce n'est pas le sorcier, il est quelconque en fait. C'est ce qu'on finit par comprendre dans cette histoire. C'est-à-dire malgré le pouvoir que ce protagoniste va gagner, finalement il comprend que sa place est tout autre en fait. Elle n'est pas tellement dans l'action plutôt que dans l'être. Et il doit se résoudre à faire de moins en moins de choses. C'est justement parce qu'il en fait trop qu'il déclenche un déséquilibre qui va donc donner la suite de l'histoire que nous allons étudier ici. Et donc il passe son temps à essayer de rattraper cette erreur finalement. Malgré tout son pouvoir, on passe tout un roman à le suivre pour rattraper une connerie qu'il a faite lui-même dès le départ. Donc c'est quand même une sacrée aventure. Il ne consulte pas quelque chose. Ce n'est pas Gandalf qui part en quête pour essayer de défaire Sauron. C'est littéralement Gandalf qui part en quête pour rattraper et réparer une connerie qu'il a faite dès le premier chapitre. Donc on fait une boucle en fait pour finalement apprendre une leçon qu'on lui a énoncée, qu'on lui a dit dès le départ. Ce n'est pas un héros grandiloquent, j'ai envie de dire. Donc ce n'est pas le sorcier, ce n'est pas le magicien. Il finit par le comprendre, justement, il gagne en humilité à la fin. Et cette humilité, on la retrouve dans le titre. Ce n'est qu'un magicien parmi d'autres, parmi tous ceux qui ont fait l'histoire de cet univers. Et donc quand on traduit cela par le sorcier terre et mer, ça ne va pas, et surtout que ce n'est pas un sorcier. Ça aussi c'est une autre distinction qu'on vient d'expliquer ici, c'est-à-dire que le sorcier c'est celui justement qui utilise ses pouvoirs sans compréhension, ou en tout cas par pur égoïsme, en tout cas ne voyant que lui-même, et ne voyant pas le monde qui l'entoure et de la portée des choses qu'il peut y faire. Notre protagoniste devient magicien parce que justement il finit par comprendre ce que c'est. C'est peut-être là qu'il y a peut-être une bonne traduction. C'est-à-dire que s'il n'était resté que sorcier, ce serait sans doute le sorcier. Ça aurait pu être un personnage très néfaste dans cet univers, ayant toute son importance. Mais en devenant magicien, il ne devient qu'un magicien. C'est assez curieux en fait. En gagnant plus de pouvoir, en gagnant plus de connaissances, et donc plus de pouvoir ici, il gagne aussi en humilité, et donc en non-action. Et donc il se retrouve relégué au statut d'un simple magicien. Alors qu'on va le voir ici, ce personnage va pouvoir aller puiser en lui une source de pouvoir assez impressionnante pour son âge, ce qui en fera plus tard, d'ailleurs on verra l'archimage, donc c'est le maître magicien, la tête donc de l'école de sorciers ici, ou de l'école de magiciens, c'est comme on veut.
Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui non plus comme personnage. Donc ce titre m'a toujours gêné. Pour moi, c'est une incompréhension un peu du sujet ici. Donc ce n'est pas le sorcier de terre et mer, c'est un magicien de terre et mer. Les mots ont leur importance. Les mots sont pouvoir dans ce roman. Les mots peuvent bénir, peuvent guérir, peuvent maudire, peuvent influencer les événements. Et leur utilisation peut avoir des conséquences sur les personnes, sur les situations, sur la météo, sur tout ce qu'on veut. Et donc il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité chez ceux qui détiennent ce pouvoir. Ils sont en tout cas tenus d'utiliser leur pouvoir avec une certaine compréhension. Ils doivent peser soigneusement le pour, le contre de leurs actes et finalement ne faire que ce qu'ils ne peuvent que faire. Et donc c'est ça le monde de terre et mer, c'est ce lien entre langage, pouvoir et responsabilité. Maîtriser les mots, maîtriser le discours, c'est quelque chose de politique là-dedans. Maîtriser les mots, maîtriser le discours, c'est façonner le monde, c'est façonner les destins des personnages. On verra d'ailleurs que dans certaines peuplades, par exemple, que la magie et l'écriture sont interdites sur le territoire, dans les territoires Kargad, donc ils sont un peu les barbares dans cette histoire. Donc c'est un empire, si on veut, très religieux, très militaire. Il y règne un dieu roi, c'est un homme élevé au rang de dieu et qui ne supporterait sûrement pas l'ombrage d'archimages ou d'autres magiciens, d'où l'interdiction de l'écriture et d'où l'interdiction de la magie, de l'usage des mots, de cette langue de la vérité. Il y a un aspect très 1984 à cette histoire. Contrôler le mot, le langage, l'écriture, c'est finalement politique, c'est contrôler le peuple. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que la première fois que notre protagoniste principal sera confronté à cette réalité, quand on lui dira que, mais vous savez que dans ce territoire, nous on interdit l'écriture, pour nous c'est une science obscure en fait, c'est de la magie noire presque. Il dira tout simplement oui, j'aime bien, parce qu'il ne le contredit pas. Lui venant de terre où l'écriture ainsi que le langage sont des sciences tenues à haute estime, il reconnaîtra aussi leur pouvoir déviant. Il reconnaîtra la part d'ombre à cette lumière qu'apporte la connaissance finalement. Donc il dira oui c'est vrai, mais c'est très utile. Voilà, il ne le conteste pas. Donc il y a toute cette nuance-là que j'apprécie beaucoup dans cette histoire. Et c'est pour ça que je voulais aussi la couvrir. Donc nous aujourd'hui nous couvrirons finalement que le premier volume du cycle de Terre et Mer. Il y a plusieurs livres, donc nous aujourd'hui on couvrira le premier, donc un magicien de Terre et Mer. Et le protagoniste que nous allons suivre est un jeune homme nommé Ged. Ged qui on le verra donc est destiné à devenir l'archimage donc de l'école de sorcellerie. Et pas n'importe quel archimage, mais un archimage qui pendant en tout cas sa période d'action, car comme je le disais, il passera donc d'un homme d'action à un homme qui se contentera d'être, tout simplement. Mais en tout cas pendant sa période d'action, aura une part conséquente sur l'histoire de Terre et Mer, sur le destin des hommes, sur la dynamique entre les différents royaumes, sur ce que devient finalement la vie, ce que va devenir la vie sur l'archipel. Le premier chapitre traite des guerriers dans la brume. C'est là que nous découvrons Duny, donc un jeune homme né donc sur l'île de Gont. Comme je disais, Terre et Mer c'est avant tout une archipel, c'est avant tout des îles, donc voilà, la majorité des aventures se passeront d'île en île. Alors la mère de Duny décède quand le jeune homme a 1 an. Son père, qui est donc forgeron du village, n'a pas tellement le temps de s'en occuper. Il me semble qu'ils ont 6 ou 7 gosses, en plus de Duny, donc il n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Ce qui veut dire qu'il va déléguer donc l'éducation de Duny à sa tante, donc la sœur de sa mère, qui est une sorcière. Elle non plus n'a pas tellement le temps de s'occuper de son petit-neveu. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste attendre, donc faire le nécessaire, enfin le strict minimum, le temps que Duny ait un âge, on va dire, où il est censé pouvoir se débrouiller, donc sans doute 10 ans. Et là, elle va le laisser, elle va l'abandonner en fait, hein, tout simplement. Ils vont un peu le laisser à son sort, c'est-à-dire que le père essaie de le former comme il peut, et la tante ne s'occupe pour ainsi dire plus de lui. Donc Duny était un peu un enfant sauvage. Alors ce qui se passe, c'est que je crois que Duny a déjà peut-être une sorte de pressentiment de ce qu'il est amené à faire. En tout cas, il n'aime pas ce travail qu'il pourrait accomplir auprès de son père le forgeron, donc voilà, il passe son temps à explorer, à errer, etc. Et un jour, il va voir sa tante, donc comme je disais, qui est une sorcière, qui est une witch. Il voit sa tante donc appeler une chèvre ou des chèvres, et pour cela il utilise donc le mot, la parole vraie, le nom d'une chèvre. On va dire par exemple si un lapin se dit dans le langage de tous les jours un lapin, ou un lièvre se dit dans le langage de tous les jours un lièvre, le nom véritable du lièvre par exemple c'est Kebo. Donc si quelqu'un qui a donc la connaissance certes, donc le savoir le nom, donc Kebo, mais en plus a en lui un peu de ce pouvoir, en disant Kebo, il appelle le lapin à lui. Le lapin se soumet à son nom et ne peut que se présenter devant celui qui vient ainsi de l'interpeller. Donc c'est quand même intéressant. Il voit sa tante dire, donc appeler la chèvre de son vrai nom, et il voit la chèvre qui descend, donc là, parce que je crois qu'au départ la chèvre ne voulait pas descendre d'un arbre où elle était perchée, donc elle descend et la court vers la tante en question. Et là le gamin en entendant ça s'amuse à répéter le même mot. Il le teste une première fois sur une chèvre, donc cette chèvre vient à lui et reste donc plantée devant lui. Donc ça le fait rire, il se rend compte, il prend tout d'un coup conscience de ce pouvoir, l'existence de ce pouvoir, du fait que lui aussi peut l'utiliser, et donc il se met à le répéter comme ça à tue-tête pour s'amuser. En fait, donc les chèvres commencent à venir de plus en plus, et à un moment donné, tout d'un coup, là il prend peur. Il prend peur parce qu'il se rend compte que ces chèvres le collent, ne le lâchent pas, ils sont toutes autour de lui amassées, et
il y a quelque chose de terrible, de terrifiant quand même quelque part dans le regard d'une chèvre, avec ses cornes, avec cette présence, avec cette voix aussi. Et donc le gamin commence à prendre peur, commence à s'enfuir, et sauf que les chèvres le collent, le suivent en fait. Et donc en fait ça fait rire les villageois, mais lui il est terrifié. Alors déjà on peut se demander, est-ce que quelque part Duny, enfin la magie présente dans la famille de Duny ici, avec sa tante qui est sorcière aussi, donc est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de génétique peut-être dans le pouvoir, est-ce que ça se transmet à travers le sang? Comme je disais, c'est une chose que de connaître les mots, mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui d'utiliser les mots. Il se trouve que Duny n'est qu'un simple forgeron, on va dire, mais tout le monde ne saurait utiliser finalement la parole vraie. Duny clairement peut le faire et s'attend dans une certaine mesure. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du génétique dans le passage du pouvoir? J'ose espérer quelque chose de plus aléatoire que cela quand même. Cette question n'est pas clairement tranchée, en tout cas je ne l'ai pas perçue comme telle tout du long. Mais ce que j'aime bien dans cette petite anecdote, dans ce petit événement, ce micro-événement qui déclenche tout, c'est qu'on a déjà là une première conséquence de la magie. Duny, j'ai du mal à l'appeler Duny parce que je connais surtout le nom qu'il aura après quand on révélera son prénom, mais pour l'instant il s'appelle Duny, c'est juste un garçon sauvage dans un petit village, donc pour l'instant c'est Duny. La première leçon que Duny ne retiendra pas du tout ici d'ailleurs, mais c'est quand même la première leçon qui lui est offerte, c'est qu'il se rend compte que la magie n'est pas anodine en fait, les conséquences ça vous colle à la peau. Donc là les chèvres qu'il a invoquées le suivent partout et ça finit par le terrifier. Et je trouve que c'est une première leçon ça, il oubliera assez vite, mais il va s'en rappeler par la suite. La magie, ce sont des conséquences qui vous suivent et qui vont édifier toute la suite en fait. C'est-à-dire d'un événement à l'autre, en fait, c'est vraiment, voilà, il y a un effet comme ça, boule de neige avec la magie, et d'où quelque part l'impuissance des mages les plus savants. C'est-à-dire que voilà, avant d'embrasser toute l'étendue des conséquences, ça prend du temps, c'est complexe, donc en fait on ne peut quasiment rien faire. Et donc là, je trouve qu'il y a déjà une première leçon pour Duny, mais il est trop jeune, malheureusement, pour en tirer les enseignements. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, en fait, la tante va voir la scène, et elle va disperser les chèvres avec encore une fois un mot en parole vraie. Elle va donc se rendre compte que ce garçon a un potentiel en magie. Donc elle va le prendre sous son aile, elle va se proposer de lui enseigner. Mais par contre, elle va lui demander, attention, il faut que cet art reste secret. Je peux t'enseigner tout ce que tu veux, pas tout, elle gardera des choses pour elle, mais elle veut bien lui enseigner une partie, à condition qu'il la serve déjà, et surtout qu'il garde le secret, car il faut garder le secret de notre art. Parce que quelque part, c'est ce qui fait aussi, c'est un pouvoir pour la sorcière. Être la seule à détenir sa savoir au milieu de son village, ça lui donne sa valeur. Et je trouve quand même assez contradictoire qu'elle lui demande de garder le secret de leur art, alors qu'elle est la première à avoir appelé la chèvre comme ça sans faire attention, et que Duny ait entendu le nom véritable de la chèvre. Donc il faudrait aussi qu'elle applique peut-être ses propres précautions. Mais Duny accepte, donc, mais elle ne s'en contente pas, donc effectivement il accepte de garder le secret, parce que lui aussi ça l'intéresse, lui aussi aimerait être un peu spécial. Enfin, il se savait déjà spécial, mais avec ça il le sera encore plus. À ce moment-là, l'idée de détenir des secrets que les autres camarades n'auront pas, et donc il pourra un peu le rendre imposé, ça lui plaît énormément. On voit un peu le caractère du garçon. On se rend compte aussi qu'il n'a pas eu de mère, que son père est très violent, enfin il n'est qu'un garçon parmi tant d'autres dans toute la fratrie là. Donc quelque part quelque chose pour le rendre spécial, ce n'est pas pour le déplaire. Et donc il va commencer comme ça à demander des noms, notamment le nom de l'épervier, et il va surtout se faire connaître pour ce fameux tour où il va appeler l'épervier qui va venir se jucher donc sur son bras. Et c'est de là, je pense qu'il tire donc son prénom, donc en fait on va commencer à l'appeler épervier, c'est-à-dire Sparrowhawk. Il ne va pas apprendre que de là, donc il va commencer son apprentissage, mais il n'apprend pas grand-chose. Une sorcière, encore une fois, ce qu'elle sait, c'est très limité, parce que déjà, la connaissance ne lui est pas acquise. Une sorcière ne peut pas se déplacer comme ça à l'école des mages et demander à ce qu'on lui enseigne la magie. Elle n'est réservée qu'aux hommes. La sorcière doit se débrouiller avec ce que d'autres sorcières ont pu lui apprendre, mais voilà, ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, guérir les animaux, ce qu'on appelle les arts mineurs. Guérir les animaux, faire des potions d'amour, etc. Donc, le garçon va compléter sa connaissance avec d'autres sorciers qui voudront eux aussi le prendre sous leur apprentissage, en fait, pour avoir un apprenti quelque part. Il ne s'engage avec aucun, mais il prend quand même, il prend des bribes de connaissances par-ci par-là, notamment auprès de weathermakers, donc ce serait des faiseurs de temps, donc des magiciens dont l'art s'applique par exemple à faire pleuvoir ou à chasser des nuages gorgés d'eau pour qu'il aille pleuvoir ailleurs, pour qu'on ait du beau temps, etc. Donc voilà, il apprend comme ça quelques bribes de manipulation par-ci par-là. Et tout cela va lui servir lors d'un événement crucial, donc qui sera l'attaque des pillards Karg. Alors il faut savoir donc les Kargish viennent donc des Karglands. Ce sont des territoires, comme j'avais dit tout à l'heure, où l'écriture, la magie sont mal vues, sont interdits, sont bannis. Ce sont des sociétés très guerrières, barbares, donc souvent, les îles, l'archipel principal ici, là, par exemple là où Guédé, les habitants vont souvent subir l'attaque de ces Karg. Alors il se trouve que c'est très drôle parce que justement, depuis le début du roman, on n'en sait pas plus sur la physionomie des personnages. Donc là, on apprend que les Karg, donc les barbares, les pillards, sont des blancs aux cheveux d'or, donc des blancs blonds en fait, aux yeux bleus. Notre protagoniste principal ici, donc depuis tout à l'heure, la sorcière, les Gontish en fait, les Gontishmen, les hommes de Gont, sont plutôt brunâtres. Ils ont plutôt la peau brune, ils sont sombres, en fait, ils sont un peu plus sombres. Ils ne sont pas noirs forcément, mais ce serait peut-être des Indiens. Enfin, si on devait faire un parallèle avec notre monde, ce serait plutôt des Indiens, ou peut-être des Amérindiens.
éventuellement. Donc ce serait plutôt ça. Donc c'est assez drôle parce qu'on ne le sait pas ça, on ne l'apprend que là. Et tout d'un coup on fait ah d'accord. Parce que nous dans notre forcément on est parti sur le fait que bah ils sont blancs en fait, tout simplement. Tout comme le Hobbit quand on commence à le lire, on se dit bah il est blanc le Hobbit. Enfin, la question ne se pose même pas alors qu'on n'a pas forcément d'illustration ou autre. Voilà, donc c'est assez drôle de voir en fait que l'autrice s'amuse comme ça avec nos attentes. Il faut savoir que voilà, c'est des personnages qui n'ont pas forcément la couleur à laquelle on les associe a priori. Et donc on se fait un peu avoir notre propre piège par rapport aux attentes qu'on a un peu dans ce lore fantasy souvent où ce sont toujours éternellement les mêmes personnages avec les mêmes couleurs. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais ça vient aussi ancrer plus tard tout ce que j'avais énoncé comme dynamique au sein des différentes sociétés avec du racisme notamment, de la discrimination. D'ailleurs, il me semble que les Karg parlent des Gontish par exemple ou des gens ou les autres personnes de l'archipel comme étant des gens à la peau de poussière ou à la peau de boue, voilà, ou une expression tout aussi sympathique. Peu importe. Donc en fait, effectivement, il y a une attaque Karg qui se met en place. Il y a une rumeur en tout cas qui parcourt le village disant que voilà, des villages alentours ont déjà été attaqués. Donc il y a des Karg qui sont en train un peu de faire tout le tour de l'archipel en attaquant les petits villages isolés au fur et à mesure. Donc en fait, ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste et ils doivent se préparer au danger. Et donc là, parmi les premières personnes à fuir, donc il y a la sorcière qui se réfugie dans les montagnes, dans une grotte dont elle a le secret, et elle tisse comme ça des sortilèges de protection, de diversion, etc. Donc en fait, on se rend compte que quand le danger se présente, la première chose qu'elle fait, c'est se mettre à l'abri elle. Ce n'est pas forcément essayer de protéger ses concitoyens, c'est vraiment d'abord sauver sa peau. Donc on voit vraiment l'approche qu'elle a de la magie. Elle ne sert qu'elle-même en fait, cette sorcière. Il ne s'agit pas forcément de la juger, mais c'est de planter son caractère en réalité. Donc voilà, donc malgré tout ce pouvoir qu'elle a, quand le danger se présente, elle cherche avant tout à utiliser ce pouvoir pour sauver sa peau, uniquement sa peau. Elle ne propose pas aux villageois de les masquer, de les cacher, de jeter un sort. Elle n'en a peut-être pas le pouvoir, mais voilà, elle n'essaie même pas. Elle ne tente même pas, elle se dépêche d'aller se mettre à l'abri. C'est la première chose qu'on retient. Donc d'autres personnes fuient, mais pas tout le monde, et notamment pas le père de Duny, donc le forgeron, parce que il y a trop de choses à déplacer. Donc il sait très bien que s'il part sans défendre le petit bout de bien qu'il a, il risque de tout perdre en fait face au Karg. Or c'est le travail d'une vie, il en est hors de question. Lui et une poignée de villageois vont rester pour faire de la résistance face aux envahisseurs. Sauf qu'effectivement ce ne sont pas des guerriers, ce sont des pêcheurs, ce sont des forgerons, ce sont des gens qui sont plus connus pour la pêche que pour le combat. Donc ils vont fabriquer comme ils peuvent des armes de défense, des lances, ils vont utiliser des fourches sans doute, etc. Mais ils savent que le combat est perdu d'avance. Et donc ce qui va se passer, c'est que le jour de l'attaque, Duny sera à côté de son père et il est tout simplement en train de fulminer. Parce qu'il s'est dit qu'il va mourir là en fait. Or lui, il sait qu'il avait un destin qui l'attendait. Il était spécial. Il n'est pas pensable qu'il meure comme ça, d'une mort aussi misérable, au milieu d'un village inconnu de tous. Ce n'était pas ça le destin de Duny, ça ne pouvait pas être ça. Et en plus, il sait qu'il a du pouvoir, il sait qu'il a un pouvoir au fond de lui. Mais il n'y a pas accès parce qu'il lui manque la connaissance. Encore une fois, il n'a pas eu de formation à proprement parler. Il a juste cette sorcière qui lui a donné quelques bribes d'informations en gardant peut-être le plus utile ou le plus dangereux pour elle. Peut-être en pensant que ça pourrait dégénérer aux mains d'un enfant ou tout simplement pour garder quand même une certaine supériorité vis-à-vis de son neveu. Mais toujours est-il qu'elle ne lui en a pas dit plus que ça. Donc en fait, avec les petites bribes d'informations qu'il a eues sans s'être allé à l'école, malgré le potentiel qu'il tient, il ne peut pas débloquer ce potentiel. Donc il y a d'abord un premier moment de frustration. Et quand le danger se fera proche, se fera imminent, c'est-à-dire que quand les Karg vont débarquer, ils vont commencer à se diriger vers le village, cette frustration, cette colère va se transformer à un moment donné à un moment de lucidité où il va essayer tout simplement de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc il n'a pas grand-chose sous la main comme sortilège, il sait un peu jouer avec le temps, donc faire du brouillard, jouer un peu avec donc comme j'avais dit, il y a un maître météorologiste, je vais l'appeler, qui lui a donné quelques astuces, mais à cela il peut rajouter aussi des sorts que lui a appris la sorcière, etc. Il commence à cuisiner tout cela dans sa tête et il commence à formuler une incantation, donc formuler un sortilège. J'aime beaucoup comment cela se met en place car ça donne l'impression qu'il connaissait des mots, donc il pouvait faire des phrases toutes simples. Et là tout d'un coup, il commence à se dire mais attends, mais je peux produire mes propres phrases. Donc je savais dire par exemple dans le langage ancien la phrase, on va dire, qui pouvait dire que la brume soit, et une autre phrase qui pouvait dire que tel personnage soit enchanté, ou que la chèvre te suive, ou chèvre suis-moi. Donc en fait si je compose les deux, je peux demander est-ce qu'une chèvre de brume se présente à soi. Donc voilà, c'est vraiment que de la dialectique, c'est vraiment que de la construction phrasée. Et donc en fait, il va faire un peu sa soupe. Veut dire que les choses se tissent en soi, en fait. C'est ça que je veux dire, ce ne sont pas juste des mots-clés comme ça qui balancent en sort. C'est quelque chose de plus construit. C'est vraiment une diction, c'est une parole, en fait, la magie dans ce roman. Et donc en fait, il commence à construire ses propres phrases, il commence à comprendre un peu, à prendre du recul par rapport à ce qu'il a appris pour venir, donc à partir d'un sort A et un sort B, créer non pas le sort AB, mais un nouveau sort C. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va tout simplement summon, donc invoquer le brouillard. Donc les attaquants, au moment d'approcher donc le village, commencent à voir donc une brume qui se lève. Ce brouillard finit par cacher tout le village, à les englober eux, à englober les habitants du village, etc. Donc voilà, tout est plongé dans le brouillard. Et donc les Karg s'arrêtent et se disent qu'ils vont attendre tout simplement la fin la levée du brouillard pour pouvoir attaquer. Et le père de Duny, lui,
pendant que tout cela était en train de se passer, lui, il voit son fils qui est en train de marmonner des choses, il ne sait pas ce que fait son fils, il devait savoir que son fils avait quelques affinités avec la sorcière, mais il n'en savait pas plus que ça. D'ailleurs, ça ne l'intéressait pas du tout. Il y a quelque chose de très dur dans ce monde, en fait, c'est très brutal, en fait. On va se rendre compte quand Duny fera ses premiers voyages, quand il sera à bord des bateaux, comment on parle aux jeunes, comment on traite les enfants, il y a de l'esclavage et tout ça, donc les rapports d'amour ne sont pas ceux auxquels on s'attendrait. Là, c'est le père de Duny, mais à ce jour, il n'a pas eu un seul mot d'affection envers lui. Et d'ailleurs, quand il le verra marmonner comme ça, sans savoir ce qu'il fait, en fait, il va lui mettre un coup de poing sur la tête. Je trouve ça génial. En fait, vu qu'il ne sait pas ce que fait son fils, ça a aussitôt pour conséquence de l'agacer. Ça l'énerve, en fait. Donc, en fait, il le tape. En fait, c'est une façon de passer sa frustration, parce qu'il sait très bien que l'armée qui vient en face, là, il ne peut pas faire grand-chose contre. Mais par contre, son fils, il peut. Donc, en fait, il lui met un gros coup sur la tête, un coup assez violent, en fait, qui vient sonner Duny, qui est déjà, en fait, épuisé, parce que la magie puise dans l'énergie de la personne. Donc, ça épuise, en fait. On ne peut pas jeter comme ça des sorts à tout va. Ça puise en la personne qui invoque, donc il y a un poids, il y a un prix à payer. Donc, Duny était déjà épuisé, donc en plus, il se prend un coup. Donc, il est en train d'essayer de les protéger, il se prend un coup. J'ai toujours trouvé ce moment très drôle. Il rassemble le peu de force qui lui reste pour dire à son père, je nous ai tous cachés. Je nous ai tous cachés, et cela, en fait, le père va l'entendre, ne va pas le comprendre d'abord, et ensuite, petit à petit, il va se rendre compte de ce qui l'entoure. Il se rend compte qu'il y a un brouillard là qui est levé, ce n'est pas du tout la saison. Donc il comprend que son fils est à l'origine de quelque chose là. Et là, il se dit, tiens, là c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose. Et là, il va commencer à rameuter les gens du village, parce qu'il connaît bien ce village, il est sur un territoire familier, donc il sait où il va, comment se déplacer, tout ça. Donc il explique la situation aux autres, et donc ils vont en fait commencer à agacer les Kargs, à les attaquer sur les flancs, à commencer à jeter des choses en fait. Et donc les Kargs ne peuvent plus rester dans la posture défensive dans laquelle ils étaient en attendant donc que le brouillard se lève, ils se sentent obligés d'attaquer. Sauf qu'en fait, là, les villageois connaissant très bien le terrain arrivent à les amener, non pas à travers le village, mais en évitant le village justement. Donc les Kargs brûleront une maison à deux en périphérie, mais rien de grave en fait, concrètement, comparé à ce qu'ils auraient eu comme effet s'ils étaient arrivés dans le village. Donc en fait, les Kargs continuent à poursuivre comme ça ces attaquants qui se mêlent dans le brouillard, des formes fantomatiques, etc. Donc en fait, il y a une petite peur qui commence à poindre dans le cœur de ces guerriers, de ces barbares, mais forcément, leur première réaction face à la peur, c'est l'attaque, ce n'est pas la fuite. C'est cette chose qui me fait peur, cette chose qui m'attaque, cet ennemi potentiel, bah, je vais le détruire. Une fois que je l'aurai détruit, il n'y aura plus de peur. C'est leur première réaction. Et donc ils attaquent dans l'ombre, mais ils n'arrivent ils chopent un enfant ou un petit vieillard par-ci par-là, qui malheureusement n'arrive pas à se retirer au bon moment, donc ils arrivent quand même à tuer 2-3 personnes comme ça, mais sans se rendre compte qu'ils sont en train d'être acheminés petit à petit vers la hauteur des falaises. Arrivera un moment où ils seront face à une chute, donc je crois même qu'il y a des Kargs qui tombent, ils sont complètement passés à côté du village, ils ne comprennent pas comment cela est possible, parce qu'ils ont vu des ombres de maisons et autres, mais tout cela, ce n'était que des illusions en fait. Et donc là, ils commencent à avoir peur. Et là, les villageois sont de l'autre côté, donc les attaques se font, donc les Kargs vont prendre peur, vont prendre la fuite, complètement désorientés, et les villageois vont les combattre, vont réussir à les chasser de là. Et en plus, à partir de cette débarque, de toute façon, c'est un peu la fin des Kargs, parce que voilà, la chasse va s'organiser un peu partout dans les villages environnants, ils vont se prendre en fait une attaque venant de partout de l'île, et ils vont devoir se battre le dos à la mer, parce que quand ils vont arriver à leur navire pour repartir, ils vont trouver que leurs navires ont été soit brûlés, soit détruits. Et donc ils vont se battre dos à la mer, ils vont tous être tués finalement. Il y a vraiment un revers comme ça pour les Kargs. Ce revers arrivera que presque tard finalement, parce qu'ils ont quand même eu le temps dans un premier temps de piller pas mal de villages, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organisation vraiment politique assez solide pour l'instant concernant Gaunt et tout cela. Il manque un roi tout simplement pour guider tout cela. Il y a des troubles un peu partout dans l'archipel. Donc c'est au fil des aventures qu'on verra finalement que cette question sera posée, qu'il manque, que malgré la magie, qui est peut-être le cœur finalement de tous ces habitants, qui est le cœur de l'archipel, il manque quand même une direction. Et cette direction ne peut pas être l'œuvre des magiciens en fait. Il faut qu'il y ait un roi, et tout comme il faut qu'il y ait des magiciens. Et voilà, ça sera l'histoire d'une autre fois. Toujours est-il que le village est sauvé. Le village est sauvé grâce à Duny. Duny d'ailleurs qui, sous l'effort développé, donc là c'est vraiment, le sort lui a coûté beaucoup. Et en fait, Duny tombe bête en fait. Souvent ils disent dumb, donc muet en fait dans l'histoire. Il ne peut plus parler, il ne dort pas, il dort sans dormir, il a les yeux ouverts, le souffle coupé presque. Donc voilà, Duny ne réagit plus. Il s'est vidé en fait. Ça me rappelle Gandalf quand il dit I'm all spent. Donc j'ai tout dépensé, je suis vidé en fait. Donc c'est vraiment ça. Et là le contre-coup, c'est pas juste de se reposer un peu, c'est que là il est comme enfermé dans une sorte de transe en fait. En tout cas un état léthargique dans lequel il ne peut sortir tout seul. En tout cas il n'a pas encore les moyens pour le faire tout seul. Alors ce qui va se passer, c'est que donc l'histoire du garçon qui a défait donc les Kargs va faire le tour de l'archipel et va arriver aux oreilles d'un magicien du nom de Ogion. Ogion le silencieux. C'est effectivement un puissant magicien mais qui ne parle pas beaucoup. Alors pourquoi est-il si célèbre? Il a la réputation d'avoir arrêté un tremblement de terre. Donc arriver à maîtriser un tremblement de terre, c'est arriver à nommer presque toutes les choses qui font l'entièreté, parce qu'il me semble que c'était un volcan qui allait entrer en éruption. Donc arriver à maîtriser tous les éléments constituants de la montagne presque, ou en tout cas du volcan, pour en calmer le tremblement. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Ce n'est clairement pas quelque chose de facile à faire. C'est une façon comme ça un peu de nous prouver que c'est un magicien imposant,
Sauf que bien sûr, enfin, moi, à chaque fois, la question que je me suis posée, mais c'est comment on sait qu'il a arrêté un tremblement de terre? Arrêter un tsunami, je vois bien la chose. Donc on voit la vague qui arrive, et en fait le magicien se plante en face, lance ses incantations, et on voit en fait la vague qui se tasse peut-être, ou qui se défait, je ne sais pas. Donc ça, je le vois. On voit qu'il a arrêté un tsunami. Arrêter un tremblement de terre, c'est juste qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre en fait. Donc c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop comment on voit qu'il a arrêté un tremblement de terre. Donc ça c'est une question, voilà, c'est une question que je n'ai pas réussi à résoudre. Mais toujours est-il que voilà, il est réputé pour avoir arrêté un tremblement de terre. Donc ça veut dire que le tremblement de terre n'a même pas vraiment commencé. Mais donc les gens savent qu'ils lui doivent au moins le fait d'avoir arrêté un tremblement de terre. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Donc Oguion le silencieux, en écoutant cette histoire, se dit tiens, là on tient un personnage, il faut que j'aille voir. Parce que Oguion a un principe. Pour lui, la connaissance, en tout cas le potentiel, ne devrait pas rester dans l'obscurité. Il pense que c'est très dangereux. Laisser un jeune homme comme Duny sans encadrement, sans en maître à proprement parler, quelqu'un qui sait les conséquences, qui connaît, qui comprend ce qu'un jeune homme comme lui serait capable de faire et qui pourrait le guider dans le droit chemin, c'est très dangereux. En fait, il va faire le déplacement pour venir se rendre donc, sur l'île de Gont, pour venir voir ce jeune homme qui a défait les cargues. Et il le trouvera donc dans l'état que j'ai décrit tout à l'heure, donc dans un semi-coma. Et il arrivera à l'en sortir en lui touchant la bouche et le front. Alors sans parler. Alors c'est assez curieux, donc ce que je disais tout à l'heure, donc les incantations, c'est pas toujours avec des paroles. Donc on a des exemples comme ça parfois où il n'y a pas de paroles de prononcer. Alors peut-être qu'il s'agit d'un murmure ou autre, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on verra que la magie, finalement, sera reconnue par les magiciens eux-mêmes, d'ailleurs, comme étant quelque chose de plus général que juste le fait de lancer des sorts, que le fait de naviguer un bateau, par exemple, à travers la mer, c'est de la magie, qu'il y a quelque chose de très proche de la magie chez les animaux aussi. Par exemple, un chien qui se rend compte que son maître est malheureux ou autre, qui vient se tenir à côté de lui, lui tenir compagnie, se frotter à lui, il y a quelque chose de magique, quelque chose de très puissant dans cette démonstration. Et donc je me dis que Oguion ressemble peut-être beaucoup plus aux animaux en fait. On apprendra plus tard que c'est un magicien qui aime passer son temps dans la nature, observer les abeilles, les libellules, que sais-je. Donc peut-être qu'il a fini par développer presque une magie proche de ça, proche d'une démonstration animale en fait. Toujours est-il donc Oguion sort du nid donc de son état. Et il dira qu'il reviendra le chercher à ses 13 ans. Donc c'est l'âge de maturité, on va dire. C'est là en tout cas que les enfants reçoivent leur baptême et c'est là qu'on leur donne leur véritable nom. Ce baptême se fait à travers l'eau, donc il y a quelque chose de très emblématique dans l'eau, de très symbolique vis-à-vis de la Renaissance. On renaît à travers l'eau porteuse de vie, l'eau qui n'est pas présente dans le territoire des morts, entre autres, voilà. Donc le rituel se passe à travers cela. Et effectivement, c'est à cette occasion qu'on acquiert son véritable nom, ce nom qu'il faut donc garder secret, ce nom qu'on est en fait, on est un nom, on est son nom quelque part. Et c'est à cette occasion-là que Ged, donc désormais c'est Ged, ce n'est plus Duny, se fera l'apprenti d'Oguion. Donc ce nom d'enfance, donc Duny disparaîtra. Et on ne l'appellera plus jamais Duny, on l'appellera soit ceux qui le connaissent pourront l'appeler Ged, s'il n'y a pas de témoin alentour bien sûr, ou sinon on l'appellera Sparrowhawk, donc l'épervier. Il sera donc généralement connu sous le sobriquet d'épervier, ou alors par ses amis les plus proches, Ged. Alors, quand Oguion va venir chercher Ged, alors il le prend comme ça, c'est-à-dire que son père ne se demande pas ce qu'il va devenir, la sorcière non plus, Ged part avec Oguion, et il ne sera plus jamais fait mention de la famille de Ged. Il me semble qu'il avait 6 frères et sœurs, on n'en parlera plus. Donc vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de cette dureté dans ce monde, il y a une dureté, il y a quelque chose comme ça de très sauvage dans les rapports humains. On peut comme ça du jour au lendemain abandonner sa famille, on peut du jour au lendemain comme ça oublier ses frères et sœurs, ne plus du tout les mentionner, et partir, tout simplement. Il y a quelque chose de très sauvage là-dedans, je trouvais. Il y a très peu d'affection en réalité. Ou en tout cas, elle n'est pas facilement démontrée. Il y a du désir, il y a de la colère, il y a de la jalousie, il y a tout cela. Mais l'amour, il y a de l'amitié, il y a de très belles amitiés. L'amour, pas tel qu'on l'entend en tout cas. Pas tel qu'on finit par la comprendre aujourd'hui avec ce père qui aurait pu prendre son fils dans ses bras pour lui dire au revoir, ou une mère qui pourrait... Non, on n'a pas ça. Voilà, il y a vraiment un sentiment d'une dureté dans l'ouvrage, moi j'ai trouvé, à travers ce monde en tout cas, où il n'est pas facile d'être jeune, il n'est pas facile d'être enfant, donc on a intérêt à mûrir très vite en fait, parce que sinon ça se passe pas très bien. Donc voilà, donc Ged part avec son nouveau maître, et voilà, encore une fois, donc... on ne reviendra plus sur Gont, enfin pas en tout cas on ne reviendra plus vers la famille, on ne reviendra plus vers la sorcière. Je pense qu'on aura à peine des pensées pour eux, même s'ils font partie prenante finalement de la personnalité de Ged. Ils ont marqué son enfance et on verra des points clés de ce qu'il est, qui pourrait se justifier par ce qu'il a connu, ce qu'il a été dans son enfance. Mais voilà, on n'aura pas ce retour nostalgique vers l'enfance. Alors ce que j'aime bien, c'est que ce qui va se passer dans les premiers temps de son apprentissage, c'est qu'il n'y aura pas, en tout cas ce qui concerne Ged, il n'y a pas d'apprentissage. Ce qui se passe, c'est que Oguion ne dit pas grand-chose à Ged, il ne parle quasiment jamais. Il y a un extrait que je trouve très intéressant. Bien qu'il soit un homme très silencieux, donc on parle d'Oguion, il était si doux et calme que Ged perdit vite toute crainte de lui. Parce qu'au début, effectivement, il se disait « Oh, c'est le grand maître Oguion, celui qui a maîtrisé un tremblement de terre. » Il fut assez audacieux pour demander à son maître « Quand commencera mon apprentissage, monsieur ?» « Il a déjà commencé, répondit Oguion. Il y eut un silence.
Comme si Ged retenait quelque chose qu'il devait dire. Puis il dit « Mais je n'ai encore rien appris. » « Parce que tu n'as pas découvert ce que j'enseigne », répliqua le sage, le mage. Je trouve ça génial. C'est à l'étudiant de comprendre ce qu'enseigne le maître. Donc ce n'est pas le maître qui lui dit « Bah tiens, aujourd'hui on va voir, je sais pas moi, on va voir les plantes médicinales ». Non, 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 c'est à lui d'observer et d'apprendre par lui-même. Donc même dans cet apprentissage, il y a quelque chose de dur en fait. Il y a quelque chose de... Rien n'est offert, rien n'est donné facilement. Jamais, quasiment jamais. Toujours parlant de Guion, c'était un homme sombre, comme la plupart des hommes de Gaunt, sombre, brun cuivré, aux cheveux gris, maigre et robuste comme un chien de chasse infatigable. Il parlait rarement, mangeait peu, dormait encore moins. Ses yeux et ses oreilles étaient très aiguisés et souvent il avait une expression d'écoute sur le visage. Ged ne lui répondit pas. Donc il met du temps à comprendre. Il est trop jeune, il ne comprend pas. Mais c'est le mage qui comprend la frustration, en tout cas l'incompréhension du jeune homme. Donc c'est lui qui prend les devants. Et il lui dit donc « Tu veux lancer des sorts ?» dit Oguion après un moment en continuant de marcher. Tu as trop tiré d'eau dans ce puits déjà. Attends, la véritable maturité, on va dire, c'est la patience. La maîtrise, c'est 9 fois la patience. Quelle est cette herbe au bord du chemin? Je ne sais pas, répond Ged. On l'appelle le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Et Oguion s'arrête là. Il se plante devant l'herbe et il l'observe, tout simplement, en regardant de près la plante. Et vu qu'il ne disait plus rien, le jeune homme se dit, et la leçon n'est pas finie quand même. Il fait, et à quoi sert-elle, maître? À rien que je sache. C'est un troll. C'est génial. Quand tu connaîtras le trèfle à 4 feuilles en toute saison, racines, feuilles et fleurs, par la vue, l'odeur et la graine, alors tu pourras apprendre son vrai nom, connaissant son être, ce qui est plus que son utilité. Après tout, quelle est l'utilité de toi ou de moi? Le mont Gaunt est-il utile? La mer ouverte est-elle utile? Pour entendre, il faut être silencieux. Alors ce dicton, Oguion nous le sortira souvent, et ici la signification qu'il va prendre, c'est aussi pour comprendre ce que les choses sont en totalité, il ne faut pas peut-être les restreindre à ce qu'on en attend. Quand Ged dit à quoi elle sert, donc à quoi elle peut me servir, aussitôt il réduit cette plante dans sa totalité à juste à quoi peut-elle servir à ce jeune homme qu'est Ged. Pas en quoi elle participe à l'équilibre de la nature peut-être, en quoi elle participe ici dans un cercle de la vie, peut-être à nourrir certains animaux particuliers qui maintiennent un écosystème, tout ça. Donc voilà, tout ça, il le jette par la fenêtre à partir du moment où il pose la question à quoi sert-elle. J'aime bien qu'Oguion remette en question ce principe de l'utilité, qui ne peut que desservir le savoir. Savoir lui semble plus important que de comprendre l'utilité des choses et de les soumettre à l'homme. Donc c'était très écologique avant l'heure. Hein. Pour entendre, il faut être silencieux. Ça reviendra souvent. C'est vraiment passif comme injonction. C'est-à-dire que dans la version originale, c'est to hear, one must be silent. Ce n'est pas one must listen, parce que même dans listen, on doit être écouté. Pour entendre, il faut écouter. Ce n'est pas écouter. Il y a presque trop d'action dans écouter. Donc écouter, on oriente déjà son oreille quelque part. Donc en fait, c'est même pas ça. C'est pour entendre, il faut être silencieux. Donc c'est littéralement être dans une presque parfaite passivité. Donc voilà, j'aime beaucoup ce dicton qui revient souvent d'Oguion et je trouve qu'il ressemble vraiment au personnage. Ça ancre vraiment le personnage. Mais bien sûr, pour l'instant, c'est un peu trop poussé pour le jeune homme qu'est Ged. Il en attend déjà trop, lui. Lui se voit déjà grand magicien, donc ça ne va pas. Le garçon fronça les sourcils. Il n'aimait pas qu'on le fasse se sentir idiot. Il retint son ressentiment et son impatience et essaya d'être obéissant, pour qu'Oguion consente enfin à lui enseigner quelque chose. Donc il s'est dit que c'était un piège, que là il a failli, mais s'il reste patient, il finira par lui apprendre des choses. Sauf qu'Oguion était déjà en train d'essayer de lui apprendre des choses. Mais on voit à quel point ça loupe complètement le coche. C'est-à-dire que même ça, il ne l'a pas compris. Donc pour lui, là, Oguion vient de le troller concrètement. Il a merdé, il ne sait pas comment, peut-être parce qu'il a été trop impatient ou autre, donc là il a peut-être déçu le maître, donc il attend, le maître finira bien pour lui apprendre quelque chose. Ce qui veut dire que pour lui, le maître ne lui a encore rien appris. Sauf que là, ce petit échange c'était déjà un premier apprentissage, mais on va voir que l'apprentissage d'Oguion ne marche pas. Il avait faim d'apprendre, de gagner du pouvoir. Il commençait à lui sembler, pourtant, qu'il aurait pu apprendre davantage en marchant avec n'importe quel cueilleur d'herbe ou sorcier du village qu'à traîner avec Oguion. Il se demandait de plus en plus quelle était la grandeur et la magie de ce grand mage Oguion. Car quand il pleuvait, Oguion ne disait même pas le sort que tout faiseur de pluie connaissait pour éloigner la tempête. Dans un pays où les sorciers abondent, comme Gaunt ou les Aines le disent, où vous pouvez envoyer un nuage de pluie errer lentement d'un côté à l'autre ou d'un endroit à l'autre, et au fur et à mesure qu'un sort le pousse d'un côté puis de l'autre, jusqu'à enfin il soit repoussé au-dessus de la mer, où il peut pleuvoir en paix. Comme je disais tout à l'heure, en fait, les magiciens, enfin les sorciers, les faiseurs de pluie s'amusent comme ça, voilà, ils veulent tous du beau temps. Donc en fait, il ne peut pas pleuvoir, il ne pleut jamais. Ça doit être terrible pour les récoltes, ça. Hein. Enfin. Oguion, quant à lui, laissait la pluie tomber là où elle voulait. Il trouvait un sapin épais et se couchait en dessous. C'est tout. Ged donc se recroquevilla parmi les buissons trempés, mouillés et moroses, et se demanda à quoi servait d'avoir du pouvoir si on était trop sage pour l'utiliser. Il regrettait d'ailleurs de ne pas être allé en apprentissage chez ce vieux faiseur de pluie de la vallée, où au moins il aurait dormi au sec. Je trouve ça très drôle. Donc en fait, il pense qu'il est beaucoup moins
bien loti chez le grand magicien Oguion qu'il aurait été s'il avait juste été chez le sorcier de village, faiseur de pluie, où il aurait au moins appris à chasser les nuages. Mais il garda tout ça pour lui, il ne prononça pas un mot. Son maître sourit parce qu'il doit comprendre, il doit voir l'impatience de son apprenti et s'endormit sous la pluie. Et donc, que va être l'apprentissage d'Oguion? Il va quand même apprendre des choses, il va apprendre surtout à lire. Il va apprendre à lire les runes ardiques. Comme je l'avais dit, en fait, la parole vraie, le langage ancien, justement, l'origine du monde, a des déclinaisons qui sonnent un peu ardiques. Donc, la ardique décline de là, toutes les langues, principalement, déclinent de là, mais en ayant perdu un peu la puissance, ou en tout cas la pureté, en tout cas la vérité du message d'origine. Donc là, il s'agit, chez un magicien comme Oguion, de réapprendre les runes, d'apprendre les mots, d'apprendre les noms. Donc, c'est un apprentissage qui est lent, qui est chronophage, et qui n'est surtout pas spectaculaire. Et ça doit encore plus frustrer notre jeune Ged. Il passe aussi son temps à cueillir des herbes, à peut-être apprendre à faire une décoction ou deux, voilà. Ce n'est vraiment pas ce qu'il s'était imaginé quand on lui a dit qu'il allait faire un stage chez le grand magicien Oguion. Et cette façon d'apprendre les choses, parce qu'on peut quand même remettre en question de l'apprentissage d'Oguion, il ne parle pas assez, il ne parle pas, il montre. C'est tout à fait louable. Mais pour un jeune, c'est très difficile de comprendre ce qu'il y a à comprendre en fait, de cette manière-là. C'est-à-dire que concrètement, pour l'instant, Ged ne connaît pas la magie. Il applique sa magie juste en récitant. Il ne comprend pas le fond des choses. On va d'ailleurs le voir plus tard. C'est-à-dire que dans les scènes qui suivent, donc là où il est paumé, donc il est paumé dans un coin un peu entre les montagnes, chez Oguion. Donc il se balade comme ça pour aller cueillir des choses très souvent. Et là, il va rencontrer une fille, une jeune fille, qui comprendra qu'il est l'apprenti du magicien et qui va un peu le taquiner comme ça en voyant est-ce que tu connais vraiment la magie, tu peux te transformer, etc. Et Ged est assez prompt à faire des démonstrations. Il veut montrer ce qu'il sait faire. Donc par exemple, il va convoquer, donc il va vouloir montrer donc son tour favori, c'est-à-dire appeler un faucon ou un épervier. Sauf que là, le faucon ne viendra pas. « Peux-tu appeler les oiseaux et les bêtes à toi ?» demanda-t-elle. « Je le peux, » dit Ged. Il savait qu'il y avait un nid de faucon dans les falaises au-dessus du pré et il appela l'oiseau par son nom. Il vint mais ne se posa pas sur son poignet, probablement rébuté par la présence de la fille. Il cria et frappa l'air de ses larges ailes barrées puis s'éleva dans le vent. « Comment appelles-tu ce genre de charme qui a fait venir le faucon ?» Un sort d'invocation, et donc il se dira tout simplement, le faucon est tout simplement déstabilisé par la présence de cette jeune fille. Alors que ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que l'animal peut venir qu'il y ait quelqu'un ou pas. Donc le fait que le faucon ne vienne pas du fait de la présence de cette fille veut peut-être dire des choses sur cette fille, donc c'est déjà quelque part un red flag. Mais ça, il ne le comprend pas, il ne comprend pas cette mise en garde. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à ce stade de l'histoire, il récite les sorts sans en comprendre la portée ou pouvoir en analyser les résultats. Si un sort ne marche pas, c'est pas qu'il ne marche pas, c'est qu'il y a une raison en fait. Donc il y a aussi une autre façon de le lire. Quand on invoque, on fait la fameuse phrase, il y a des conditions qui doivent être peut-être réunies, et quand ces conditions ne sont pas réunies, ça donne tel résultat. Ça ne veut pas dire que ça a échoué, que le sortilège a échoué, mais il y a autre chose à en tirer comme leçon. Mais lui, vu qu'il est toujours dans cette approche de ça marche ou ça ne marche pas, bah là ça ne marche pas, surtout, voilà, il n'y a rien d'autre à en dire. Si ça a marché pour l'alerter que là, cette jeune fille était peut-être dangereuse. Mais ça, il ne le voit pas, ça. Donc elle va se jouer de lui. Elle va un peu pousser pour voir ce qu'il sait faire ou pas, mais Ged ne sait pas encore faire grand-chose, comme j'ai déjà dit. Oguion ne lui a pas beaucoup appris. Ou en tout cas, pas à ses yeux. Oguion essaie, on va dire. Mal, mais il essaie. Voilà. Et Ged est très insecure. Il veut vraiment qu'on le prenne au sérieux. Il veut qu'on le prenne pour quelqu'un d'important. On peut peut-être le comprendre, il vient de très bas. Non seulement il vient de très bas, mais en plus, l'amour n'a pas du tout été présent dans sa vie, en fait. Donc, comme j'ai dit, sa mère est morte quand il avait 1 an. Et c'est sa sorcière de mère de tante qui l'a recueilli, finalement, juste pour faire le strict minimum et ensuite s'en débarrasser. Donc, c'était plus un poids qu'autre chose. Donc, on peut peut-être comprendre qu'il surcompense. Il n'y a pas eu d'amour dans l'éducation de Ged. Et donc, par conséquent, rechercher la reconnaissance comme pour combler ce manque fondamental qu'il habite, ça peut faire sens. Je suis l'apprenti d'un grand mage. Pourquoi me ressort-on comme un vagabond dans les villages? Voilà, c'est quelque chose qu'il a pu dire. Et donc, il veut impressionner cette jeune fille. Et donc, quand il lui demande de se transformer, il ne sait pas, mais il essaie de se dire, nous n'invoquons pas les choses à la légère comme ça, c'est pas notre... voilà, c'est attention. Il essaie de réciter, il répète en fait les objections qu'a pu faire Oguion, mais sans les comprendre lui-même. Ce qui fait que, très rapidement, il est bloqué en fait, parce qu'elle, elle insiste. Elle continue à insister, il n'y a plus d'arguments. Et il n'a plus d'arguments parce que Oguion ne serait jamais rentré dans ce jeu d'échange avec cette jeune fille. Il serait parti, voyant que la seule chose qui l'intéressait de voir du spectaculaire, de la magie spectaculaire, il serait parti. Ged est pris au piège, en fait. Il ne veut pas partir, parce qu'il veut l'impressionner, mais en même temps, il ne peut pas l'impressionner, donc il ressort les mots de son maître qui ne marchent pas dans cette situation. Parce que finalement, l'apprentissage d'Oguion, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi un comportement. Et Oguion, il a bien vu, malgré sa célébrité, n'est pas en ville en train de se faire mousser, en train de se faire manicurer les ongles des pieds par toute la population. Ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Donc là, concrètement, la leçon d'Oguion aurait été, barre-toi, en fait. Mais non, il ne veut pas se barrer, il veut impressionner, mais il n'a pas de quoi faire. Donc il va aller chercher à impressionner. Donc la jeune fille va le pousser à bout en lui disant, mais tu sais invoquer les morts? Est-ce que... Déjà, venant d'une jeune fille, c'est déjà un red flag ultime, ça. Quelle jeune fille voudrait voir des morts invoqués, en fait? Donc il y a déjà un piège. Mais ça, bien sûr, ça lui passe sous le nez. Donc, peux-tu aussi appeler les esprits des morts à toi?
sans transition, c'est vraiment radical. Il pensa qu'elle se moquait de lui avec cette question parce que le faucon n'avait pas totalement obéi à son appel. Il ne voulait pas la laisser se moquer de lui. « Je pourrais si je voulais », dit-il d'une voix calme. « N'est-ce pas très difficile, très dangereux d'invoquer un esprit ?»« Difficile, oui. Dangereux ?» Il haussa les épaules. Il n'en sait rien du tout, c'est fou ce qu'il flexe. Cette fois, il était presque certain qu'il y avait de l'admiration dans ses yeux, donc il joue complètement sur cette piste. À aucun moment, il se demande, mais pourquoi une jeune fille serait intéressée par l'invocation d'esprit des morts, quoi. C'est terrible. Peux-tu faire un charme d'amour? Ce n'est pas une maîtrise, enfin, parce que c'est un art mineur, encore une fois. Donc là, maintenant, il bifurque vers de l'amour. Donc son admiration devient presque amour. Donc c'est comme si elle lui faisait une promesse si elle venait à exécuter cette tentation qu'elle vient de lui proposer là. C'est vrai, dit-elle. N'importe quelle sorcière de village peut le faire. Peux-tu faire des sorts de transformation? Peux-tu changer ta propre forme comme les sorciers le font? Je pourrais si je le voulais. Elle commença à le supplier de se transformer en tout ce qu'il souhaitait, un faucon, un taureau, un feu, un arbre. Il évitait avec des paroles secrètes comme celles que son maître utilisait, mais il ne savait pas comment refuser carrément quand elle le cajolait. « As-tu peur de le faire ?»« Non, je n'ai pas peur. » Il sourit un peu dédaigneusement et dit « Peut-être es-tu trop jeune ?» Cela, il ne le supporterait pas. Il ne dit pas grand-chose, mais résolu de se prouver à elle. Ged se précipite, donc il lui dit « Écoute, tu sais quoi, rendez-vous ici, à la même place, demain matin, tu vas voir ce que tu vas voir. » Parce que je crois qu'à un moment, il le traite de jeune. T'arrives pas parce que t'es trop jeune, peut-être? Et là, c'est l'insulte suprême. Ged n'est pas jeune, c'est un homme et il va le prouver. Voilà. Il va se rendre dans la hutte d'Ogion. Ogion n'étant pas présent, il va aller voir des livres qu'Ogion n'a jamais ouverts en sa présence. Et notamment, il a une intuition de certains livres interdits. Il va commencer à feuilleter. En fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il va être presque envoûté par le livre, qui va finir par lui faire lire ce qu'il faut lire. Enfin, c'est compliqué à dire, mais en gros, il ne comprend pas ce qu'il lit. Il ne comprend même pas ce qu'il cherche d'ailleurs. Et finalement, il finit quand même par trouver une réponse dans le livre. Et c'est comme si le livre répondait à ce qu'il cherchait. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il a dans la tête, c'est une réponse aux moqueries de la fille qu'il cherche à impressionner. Et donc une réponse à une mauvaise intention. Et ça va encore se passer plus tard à l'école de magie, on verra. Bon, je spoil un peu, mais pour faire simple, le livre lui donne ce qu'il cherche. C'est comme si le livre réfléchissait ce qu'il projetait dans le livre en fait. Il projette une intention assez nocive et le livre le lui rend. Parcourir le livre avec cet état d'esprit donc de vouloir impressionner la fille, de répondre à ses moqueries et de la remettre à sa place, ça l'entraîne dans une certaine obscurité, et dans cette obscurité, il se met à lire, non pas à haute voix, mais tout simplement à lire comme ça, une incantation qu'il ne comprend pas, et petit à petit, quelque chose prend forme. Une ombre commence à prendre forme, donc dans la maison, quand il lève enfin les yeux d'ailleurs, il fait nuit noire, il n'a même pas vu le temps passer, donc ça veut dire qu'il était vraiment dans une transe, il était complètement hypnotisé. Et quand il sort petit à petit de l'hypnose, c'est pour voir une forme qui est ramassée dans un coin de la maison, qui commence à se relever. C'est une scène terrifiante. Mais avant que cette manifestation ne prenne complètement corps, en fait, Ogion arrive assez rapidement et va la disperser, va la dissiper avec sa lumière. Les magiciens ont souvent un bâton. Ici, je crois qu'Ogion a un bâton fait de buis qui peut émettre de la lumière. Donc cette lumière dissipe cette première manifestation de l'ombre. Il chercha un sort de transformation de soi, mais était encore lent à lire les runes et comprenait peu ce qu'il lisait. Il ne put trouver ce qu'il cherchait. Ses livres étaient très anciens, Ogion les ayant reçus de son propre maître, Helles Farseer, et Helles de son maître, le mage Peragal, et ainsi de suite jusqu'au temps mythique. L'écriture était petite et étrange, recouverte et annotée par de nombreuses mains, et toutes ces mains étaient maintenant poussière. Il y a quelque chose de très symbolique comme ça dans le passage, dans la transmission de la connaissance en fait à travers les différentes générations. Cependant, ici et là, Ged comprenait quelque chose de ce qu'il essayait de lire avec les questions de la fille et sa moquerie toujours en tête. Il s'arrêta sur une page portant en sorte d'invocation des esprits des morts. Tandis qu'il le lisait, déchiffrant les runes et les symboles un par un, une horreur s'empara de lui. Ses yeux étaient fixés et il ne pouvait les lever jusqu'à ce qu'il ait fini de lire tout le sort. Puis, levant la tête, il vit qu'il faisait sombre dans la maison. Il avait lu sans aucune lumière dans l'obscurité. Il ne pouvait plus maintenant distinguer les runes en regardant les livres. Et pourtant, il a réussi à lire dans le noir. En fait, c'est terrifiant. Pourtant, l'horreur grandissait en lui, semblant le maintenir attaché à sa chaise. Il avait froid. En regardant par-dessus son épaule, il vit quelque chose accroupi près de la porte fermée. Une masse informe d'ombre plus sombre que l'obscurité. Cela semblait tendre la main vers lui et murmurer, et l'appeler dans un murmure. Mais il ne pouvait comprendre les mots. La porte fut grande ouverte. Un homme entra avec une lumière blanche flamboyante autour de lui, une grande figure brillante qui parla à haute voix, férocement et soudainement. Les ténèbres et les murmures cessèrent et furent dissipés. L'horreur quitta Ged, mais il avait toujours une peur mortelle, car c'était Ogion le mage qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec une clarté tout autour de lui, et le bâton de chêne dans sa main brûlait d'un éclat blanc. Sans dire un mot, le mage passa devant Ged, alluma la lampe et remit les livres à leur place sur l'étagère. Puis se retourna vers le garçon et dit « Tu ne travailleras jamais ce sort sans mettre en péril ton pouvoir et ta vie. Est-ce pour ce sort que tu as ouvert les livres ?»« Non, maître, » murmura le garçon, et honteusement, il raconta à Ogion ce qu'il avait cherché et pourquoi. Et effectivement, pour se dissiper ainsi, on va voir que c'est un sacré miracle, ce à quoi Ged a échappé, et peut-être que cette première manifestation de l'ombre était plutôt faible, vu que déjà il ne l'a pas lu à haute voix, il ne l'a que parcouru des yeux. Et est-ce que ce qui explique qu'elle n'ait pas eu plus de résistance vis-à-vis du mage? C'est possible. Hein.
Et là, Guyon va lui parler assez franchement et va lui demander « Est-ce que c'était pour ce sort que tu as ouvert le livre, jeune homme ?» Là, Ged va passer aux aveux, bien sûr. Il va expliquer ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, avec qui il était, etc. Et Guyon va lui dire que cette fille, c'est la fille d'une enchanteresse. Il y a déjà quelque chose qui sonne assez négatif dans enchanteresse, mais on remarquera qu'Oguyon ne le dit même pas de manière négative. Il dira juste qu'elle ne sert pas ce que lui, il sert. Elle sert peut-être des dieux obscurs. On verra qu'il y a des puissances présentes sur Terre qui ont des serviteurs humains. Oguyon, lui, ce qu'il sert, c'est encore une fois l'équilibre. Il sert l'équilibrium, comme il dira. Il est tout voué à cet équilibre. Donc, cette dame et lui-même ne s'entendent pas du tout sur ce à quoi on devrait appliquer nos pouvoirs. Et donc, il est possible qu'elle ne me veuille pas que du bien, conclut Oguyon. J'aime beaucoup cette façon de présenter-le. Il ne dit pas que c'est son ennemi. Il dit qu'on ne sert pas la même chose et que pour cette raison, elle peut être amenée à lui vouloir du tort. Pour son service, donc. Mais sans s'en inquiéter plus, en fait, ou sans dire qu'elle a tort, en fait, finalement. Mais ce n'est pas sa leçon, donc voilà. Et donc, quelque part, il prévient, si on veut, Ged, attention, là, à travers sa fille, tu es peut-être en train de la servir sans le savoir. Donc, fais attention à cela. Ged apprend quand même ici une leçon symbolique, hein. On comprend qu'Oguyon sert l'équilibrium quand il dit que cette sorcellerie n'est pas un jeu auquel nous jouons pour le plaisir ou pour le louange. Pense à ceci, chaque mot, chaque acte de notre art est dit et est fait, soit pour le bien, soit pour le mal. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Avant de parler ou de faire, tu dois connaître le prix à payer. J'apprécie beaucoup ce personnage pour ses nuances qu'il propose en réalité. En fait, son jugement semble très binaire, en fait très tranché, c'est soit le bien, soit le mal. Et donc on pourrait croire qu'il va mettre l'enchanteresse dans cette catégorie, et pas forcément. Il ne la dépend pas comme étant le mal. Elle peut faire le mal, mais il ne la dépend pas comme étant quelqu'un de foncièrement mauvais. Plutôt comme quelqu'un qui a choisi peut-être de servir le mal. C'est très bizarre à expliquer, mais comme s'il ne se permettait pas d'aller au-delà, d'aller plus loin dans le jugement. Donc c'est quelqu'un qui a choisi de servir autre chose. Ce faisant pourrait être amené à vouloir me nuire. C'est tout. C'est voilà comment il a décrit. Et donc j'aime beaucoup quand Ged va répondre à Oguyon, mais comment veux-tu que je sache tout cela, que je prenne des responsabilités si tu ne me montres rien? Je n'ai rien vu depuis que je suis là. Et là, Oguyon lui répond, ah, mais là t'as vu quelque chose, n'est-ce pas? Tu as vu là sur la porte. Quelque part, il est en train de lui dire, est-ce que tu réalises, est-ce que tu as vraiment envie de voir tout ce qu'il y a à voir? J'aime bien ces réponses, parce que ce n'est pas vraiment une réponse à la question. Quand il lui dit, ah, maintenant t'as vu, ce n'est pas, oui, j'aurais dû te montrer. Ged, ce qu'il lui dit concrètement, c'est que tu ne m'as rien appris, rien montré. Je n'ai rien vu depuis que je suis là. Et lui, il dit, ah ben maintenant t'as vu là, non? Tu viens de voir quelque chose à la porte. Oui, il l'a vu parce qu'il a fait son invocation de lui-même. Ce n'est pas son maître qui lui a montré cela. Il lui a montré comment peut-être dissiper cette chose sur le moment, mais c'est Ged qui a dû prendre l'initiative, si on veut. Quand il lui dit là tu as vu quelque chose, il ne lui donne pas tout à fait tort. Il ne lui a rien montré, pas comme Ged l'entend en tout cas. Il lui montre presque qu'il n'y a rien à voir. Et ça c'est compliqué pour un jeune homme comme Ged. Et donc effectivement il est presque en train de lui justifier le pourquoi. Pourquoi je ne t'ai rien montré. Peut-être parce qu'il ne faut pas non plus tout te montrer, gamin. Car là tu viens de voir qu'il y a un prix parfois très lourd derrière ce que tu veux voir. Il y a un prix et ce que tu as vu, est-ce que tu voulais vraiment le voir? Est-ce que tu aurais voulu le voir sachant qu'il y avait cela? Pas forcément, certainement pas. Donc en fait, tu ne sais même pas ce que tu demandes, tu ne réalises pas quand tu dis « je veux voir ». Donc ce qui est drôle, c'est que finalement le conseil qu'il donne à son disciple en lui disant « avant d'agir, il faut en connaître le prix », ça vaut aussi pour celui qui enseigne, ici donc pour Oguyon. En fait, pour enseigner à Ged, qui est si jeune, il faut qu'il sache quelles sont les conséquences à chaque fois. Ged ne peut pas tout voir, n'est pas prêt à tout voir, en tout cas c'est qu'il croit vraiment. Ged est trop jeune pour tout entendre. Et Ged vient peut-être un peu de la réaliser aussi. Attention à ce que tu demandes. Ce pouvoir, ces connaissances que tu veux assimiler, il y a une certaine part de ton innocence que tu vas y laisser. Et voire même, tu vas peut-être perdre un peu de ta quiétude d'esprit. Parce que ça va venir le hanter, je pense. De savoir qu'il y a ces dangers, qu'il y a cette obscurité dans le monde, qu'il y a cette obscurité derrière la magie. De savoir tout cela trop tôt, peut-être. Quelque chose de terrible pour un esprit jeune. Donc je trouve ça très intéressant, c'est se rendre compte qu'il lui dit quelque part que tes motivations qui sont celles d'être flatté, d'être fier, d'être reconnu, d'impressionner une inconnue dans les bois, en fait, corrompent quelque part ton désir. En voulant cela, voilà à quoi tu as abouti. Donc attention à ce que tu souhaites avant de le souhaiter. Attention au pourquoi du souhait. Mais Oguyon va quand même se rendre compte que ça ne satisfait pas un jeune homme ambitieux comme Ged, cette réponse. Ged va être amené à aimer sa maître en fait à ce moment-là, parce qu'il se rend compte que cet homme ne se met pas en colère. Il lui donne le choix, il comprend ce qu'il a fait, il saisit le pourquoi. Il peut penser que Ged est dans le tort, mais il lui laisse quand même ce choix. Donc il va d'ailleurs lui proposer, est-ce que tu veux rester sous ma tutelle, ou est-ce que tu veux partir pour l'école de sorcellerie sur Rook Island? Et là, la décision de Ged tient de son apprentissage de la magie, de ce qu'il a vu avec la sorcière. C'est-à-dire que la sorcière est une utilitarienne, c'est une pragmatique. La magie doit servir. Et servant le désir des hommes avant tout, elle est viciée par endroits. Elle ne guérit pas seulement, elle venge, elle oblige, elle contraint. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que la première chose que la sorcière apprend à Ged, c'est encore une fois un rapport au pouvoir sur les autres. Avoir du pouvoir sur les autres, c'est vraiment dans ce sens-là que le message est perverti.
Et c'est normal pour une sorcière, parce que c'est la meilleure façon de pouvoir vendre ce pouvoir, justement. Il faut qu'elle en tire du bénéfice. Donc elle l'équilibrait, mais elle n'en a rien à taper, en fait. Mais les sorts qui vont permettre de faire du mal à d'autres, de plier les autres à sa volonté par la menace ou par la peur, ou de les rendre impuissants, etc. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur dans un petit village. Et Ged, qui approche donc la magie de cette manière-là, ça le corrompt déjà un peu. La magie donc permet de dominer les autres. Et même quand il lui apprend, il le soumet à sa propre volonté à elle et lui demande le silence avant tout dans cet échange. Donc il y a quelque chose de très précieux, de très marchand dans cet échange. C'est comme si elle brevetait la connaissance en fait, en faisant cela. Donc attention, pas le droit de partage, c'est avant tout c'est à moi. Et sans doute qu'on lui a enseigné de la même façon, en la tenant au silence aussi. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça de, non pas sacré dans le silence derrière les mots, la magie, les connaissances qu'ils ont, mais quelque chose de l'ordre de la valeur en fait. Si cette connaissance devait être partagée au sein de tout le village, pour peu qu'il y ait d'autres sorciers qui pourraient du coup naître de cela, devenant par là moins rare, ça perdrait de sa valeur. Il y a une qualité presque marchande à la chose. Et Ged a commencé son apprentissage comme ça, donc on peut comprendre en fait que dès le départ, ça puisse donner un jeune homme avec une certaine attente de la magie. Ogyon à l'opposé, qui lui l'a trouvé sourd et muet dans son état comateux et qui l'a libéré, contraste avec la sorcière qui le lie à son service et lui impose le silence. Lui libère la parole, même s'il ne parle pas. C'est ça qui est drôle aussi. Et donc les deux se distinguent parce qu'ils semblent retenir la sorcière qui ne dit pas tout pour garder un pouvoir sur lui. Et d'ailleurs Ged aura toujours besoin de revenir à elle pour en apprendre un peu plus. Là où Ogyon, qui ne dit rien du tout non plus, le fait pour lui inculquer un autre type de pouvoir par l'exemple. Il lui montre en faisant. Et c'est vrai que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est encore plus difficile à cerner pour un jeune homme comme Ged. Ce n'est pas qu'il ne veut pas parler, c'est qu'il ne peut pas parler. La sorcière lui a appris à se servir, Ogyon lui apprend à comprendre. C'est par exemple seulement en comprenant qu'on voit les choses pour ce qu'elles sont au-delà d'une quelconque utilité. Et c'est aussi en cherchant à les comprendre que les choses peuvent nous en apprendre sur nous-mêmes. Révéler des facettes jusque-là ignorées. Quand Ged comprendra bien plus tard, par exemple que la magie d'Ogyon se rapproche des animaux qui réconfortent par la simple chaleur, ce qui contraste par exemple avec son approche qui consiste toujours à se demander à quoi peuvent servir les choses. Donc ce qui revient à se demander à quoi elles me servent et donc toujours à les limiter à ce qu'on croit avoir besoin sans nécessairement découvrir ce qui pourrait nous faire défaut. Bah là c'est tout d'un coup une nouvelle compréhension de la magie qui se pose à lui. Et donc il comprend tout ce potentiel-là, il commence déjà à le cerner en fait, tout ce que Ogyon a à lui offrir. Mais malgré ça, il va quand même décliner l'offre et préférer se rendre sur l'île de Rook pour apprendre à faire. Parce qu'il veut faire, il ne veut pas être, il veut faire, il ne veut pas être reclus dans le silence et l'attente, il veut faire. Et Ogyon doit le laisser partir. Il n'a pas de choix parce que ça tient même de l'enseignement qu'il a voulu faire. Concrètement, ce qu'Ogyon a voulu faire, c'est qu'il a laissé Ged très libre. Il lui a dit très peu de mots, mais que des mots très pesés. Chaque mot était très bien choisi. Ogyon ne disait que ce qu'il avait besoin de dire, pas plus. Le problème, c'est que on peut pas se dire qu'il est un peu naïf en fait. Même venant de la part d'un grand maître comme Ogyon, Ged est trop jeune pour que ça soit ça, que ça vaille comme façon de lui apprendre en fait, comme modèle pédagogique. C'est un peu limite quand même. Ged est un jeune villageois sauvage qui n'a appris que par la force, par les coups, et là tout d'un coup lui dire bois. Se limiter à donner quelques mots par-ci par-là, c'est pas suffisant en fait. Certes, il essaie de lui enseigner en lui montrant, en étant lui-même un magicien de renom et que malgré cette renommée, cette popularité, lui aussi vit pas du tout finalement à la hauteur de cette réputation. Donc il n'essaie pas de se complaire ou de se contraindre à être à la hauteur d'une certaine réputation et qu'il va préférer s'effacer, s'abstenir, voire même disparaître encore plus que quelqu'un qui n'a pas de pouvoir du tout. Et on peut même dire qu'il est même en dessous de quelqu'un qui a des aptitudes non magiques finalement. Parce qu'en étant magicien, il n'est pas très bon charpentier, il n'est pas très bon berger, c'est un magicien. Mais vu qu'il n'utilise pas cette magie, il a encore moins d'accès, finalement moins de possibilités, finalement se contentant de faire lui-même des choses dans lesquelles il n'excelle pas. En préférant ne pas du tout utiliser ce en quoi il excelle, c'est-à-dire son véritable pouvoir, c'est-à-dire la magie. Pour aller s'initier à une autre magie, et lui il le voit comme une autre magie de toute façon, donc ce n'est pas un mal en soi. Mais pour dire en fait, cet homme, Ged ne peut le voir comme étant un pseudo-berger, puis par moment un pseudo-forgeron, puis par moment un pseudo-pêcheur par exemple, sauf que Ged a vu de bien meilleurs pêcheurs, de bien meilleurs chasseurs, de bien meilleurs forgerons dans son village. C'est légitime qu'il remette en question le pouvoir de son maître. Tout simplement parce que c'est une sacrée leçon pour un jeune que Ogyon est en train de donner là, c'est-à-dire qu'il est en train de lui montrer qu'il est tellement puissant qu'il ne peut rien faire. C'est waouh, c'est un paradoxe absolu. Et c'est ça qu'il est en train de montrer à un jeune homme de 13 ans. Le prix de la puissance, certes, le prix du pouvoir, mais Ged est trop jeune. Donc à un moment donné, quand même, il y a une clairvoyance d'esprit chez Ogyon quand il comprend qu'il doit le laisser partir. Il faut le laisser faire son chemin à Ged. Et que ce n'est pas à lui de décider. Donc là, c'est même presque une leçon pour Ogyon, quelque part. Parce que même s'il entrevoit ce qu'est Ged, s'il entrevoit ce que pourrait devenir ce jeune homme avec son pouvoir latent, et qu'il a envie d'en faire quelque chose de bien, en tout cas quelque chose qui trancherait pour les choix du bien, il comprend sans doute qu'en voulant forcer ce devenir-là, il peut lui aussi quelque part le corrompre en le frustrant. Donc il a besoin de laisser faire. Si Ged doit passer par une certaine souffrance, il doit passer par l'ombre, s'il doit passer par les ténèbres, d'ailleurs c'est le titre de ce chapitre, c'est l'ombre, il doit passer par là.
Les premiers mots du livre, le livre commence par un poème qui dit « La création d'Ea, donc qui est l'île principale, il n'est de mots que dans le silence, de lumière que dans l'obscurité et de vie que dans la mort. Radieux est le vol du faucon dans l'immensité du ciel. » Épervier, faucon, c'est pas pour rien que Ged s'appelle l'épervier. Le vol du faucon n'est possible que dans le ciel vide, comme la lumière n'existe que dans l'obscurité. Ged a besoin de s'envoler. Il a besoin de s'envoler, il faut que le maître lâche prise pour que ce faucon soit. Et donc effectivement, quand il propose ce choix, en le prévenant quand même, what I have is what you lack. En gros, c'est ce que j'ai dont tu as besoin, pas tellement de ce qu'ils ont à t'apprendre à l'école de sorcier. Et en vrai, ce que Oghion a, quelque part, c'est peut-être l'humilité, en réalité. Ged ne l'a pas du tout. Il veut passer à l'acte, il veut agir, il veut briller comme son destin le veut, comme il croit que son destin veut. Eh bien, Ged va faire le choix de l'école. Il s'est dit que ça ira plus vite dans l'école. Sauf qu'en croyant prendre un raccourci à travers l'école, on va se rendre compte qu'il va prendre le chemin le plus long, qui finira vers les derniers chapitres par le ramener à son maître à la fin du récit, quoi. C'est encore une autre leçon, ça, pour Ged. Donc, dans la précipitation, il va mettre plus de temps. C'est assez drôle. Et donc, ils vont se mettre en route. Oghion va lui faire ses affaires, ses valises. Ils vont descendre donc de la montagne pour se rendre donc au quai. Et là, ils vont réussir à trouver un bateau pour amener Ged vers l'île en question, donc l'île de Rook, l'île de l'école de sorcellerie. Sauf que le bateau se nommera Shadow, donc ombre. Et ça, quand Oghion l'apprend, ça ne lui plaît pas trop. Mais il se dit, soit, c'est comme ça. À un moment donné, il faut accepter son destin. On a le choix de le refuser. Il y a toute une philosophie vis-à-vis du destin dans l'histoire aussi, où ce n'est pas forcément quelque chose d'écrit, mais plutôt le destin, c'est quelque chose qui se présente à soi. Et on a le choix de le refuser ou de l'accepter. Il y a quelque chose de très propre au choix dans la destinée ici, parce qu'Oghion pressent déjà que Ged sera son maître plus tard. Il le dit très rapidement dans l'histoire, mais ce n'est pas dit. C'est seulement, comme il le dit lui-même d'ailleurs, c'est seulement si le vent souffle vrai. Donc, quelque part, toujours lié à cette fameuse parole, si elle n'est pas détournée pour donner autre chose tout en disant la vérité, mais tout en trompant en même temps. Ce présage de l'ombre qui suit Ged, donc l'ombre qui se présente, donc ce passage à travers l'ombre, donc toujours avoir cette ombre qui le suit, c'est quelque chose qu'il va falloir accepter et assimiler, tout simplement.